Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je reprends la lecture de Martin Eden de Jack London et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure après la lecture. J'en étais au chapitre 41. Voilà. Chapitre 41. Un beau jour, Martin se sentit seul. Il était vigoureux, bien portant et inactif. La cessation de tout travail, la mort de Brissenden, sa rupture avec Ruth, avaient laissé un grand vide dans sa vie. Il ne lui suffisait décidément pas de bien manger au restaurant et de fumer des cigarettes égyptiennes. La mère l'appelait, il est vrai, mais il lui semblait qu'il lui restait encore quelque chose à faire aux États-Unis et qu'il y avait encore de l'argent à en tirer. Il attendrait donc pour en apporter une bonne provision là-bas. Aux îles Marquises, il connaissait une vallée et une baie qu'on aurait pour $1000 chiliens. La vallée s'étendait de la baie en fer à cheval jusqu'au pic lointain dont les cimes se perdaient dans les nuages et mesurait environ 40 000 km². Elle était remplie de fruits des tropiques, de poules sauvages, de sangliers, quelquefois de bétail sauvage, et, sur les hauteurs, paissaient des troupeaux de chèvres que chassaient des bandes de chiens sauvages. L'endroit tout entier était sauvage, nul être humain n'y habitait. Il n'avait qu'à l'acheter pour $1000 chiliens. La baie, il s'en souvenait bien, était magnifique, avec un tirant d'eau suffisant au plus fort tonnage et si sûr que la Compagnie du Pacifique Sud la recommandait comme étant la meilleure à 100 lieues à la ronde. Il achèterait un de ces schooners gréés en yacht, carénés de cuivre, qui filent comme le diable et ferait le commerce du copra et des perles autour des îles. La vallée serait son quartier général. Il y bâtirait une paillote semblable à celle de Toti et aurait de nombreux serviteurs à la peau sombre. Le directeur de la factorerie de Taiohae, les capitaines des navires marchands, tout le gratin des écumeurs du Pacifique seraient ses hôtes. Il tiendrait maison ouverte, recevrait comme un souverain. Il oublierait tout ce qu'il avait lu et le monde qui l'avait si amèrement déçu. Mais pour faire tout ça, il fallait rester en Californie, le temps de remplir ses coffres. Journellement, déjà, l'argent arrivait en un flot grossissant. Qu'un seul de ses livres fît sensation et tous ses manuscrits s'enlèveraient. Il pouvait aussi rassembler ses nouvelles et ses poèmes en volumes et s'assurer bien vite de la vallée, de la baie et du schooner. Ensuite, il n'écrirait plus jamais. En attendant ce jour-là, il s'agissait de secouer son apathie anormale et de vivre d'une façon moins stupide et moins abrutie qu'il ne le faisait en ce moment. Un dimanche matin, il apprit que le pique-nique des briqueteurs avait lieu ce jour-là au Shellmound Park et y alla. Autrefois, il avait trop souvent fréquenté les pique-niques populaires pour ne pas en connaître les moindres aspects et, dès l'entrée, il retrouva toutes ses anciennes impressions, amplifiées. Après tout, ce milieu-là, c'était le sien. Il y était né, y avait vécu et, bien qu'il s'en fût volontairement éloigné, c'était bon de s'y retrouver. Je veux bien être pendu si ce n'est pas Marthe, dit une voix et une main cordiale lui tapa sur l'épaule. « Où as-tu disparu tout ce temps-là? Tu étais en mer? Viens boire un verre. » Il retrouva toute sa bande, son ancienne bande, avec quelques manquants et quelques nouveaux visages. Ce n'étaient nullement des briqueteurs, mais comme jadis, ils fréquentaient les pique-niques du dimanche pour la danse, les batailles et l'amusement. Martin but avec eux et se sentit revivre. Quelle folie de les avoir quittés, se dit-il. Sans aucun doute, il aurait été 1000 fois plus heureux s'il était resté parmi eux, sans livres, sans culture, sans haute fréquentation. Pourtant, la bière lui semblait moins bonne qu'autrefois. Brissenden lui avait gâté le goût. Il ne supportait plus les boissons bon marché. Les livres lui auraient-ils également gâté l'amitié de ses compagnons de jeunesse? Il ne voulut pas y réfléchir et se dirigea vers la salle de danse. Il y rencontra Jimmy, le plombier, en compagnie d'une grande blonde qui le lâcha immédiatement pour Martin. « Là, c'est comme autrefois, déclara Jimmy à la bande qui se moquait de lui en voyant Martin et la blonde valser avec entrain. « Et je m'en fous, je suis trop content de le revoir. Regardez-le valser, il est formidable, non ? Je lui en veux pas, à cette môme. »
Mais Martin rendit sa blonde à Jimmy et la bande de copains s'amusa à regarder les couples tourbillonner, tout en riant et en plaisantant à qui mieux mieux. Tous étaient heureux de revoir Martin. Ils ignoraient tout de sa vie pendant ces longs mois de sa carrière littéraire. Ils l'aimaient pour lui-même. Son cœur solitaire se détendit dans ce bain de cordialité. Il se sentait pareil à un souverain revenu d'exil. Aussi s'en donna-t-il à cœur joie. Et, comme aux anciens jours, où il revenait de la mer avec sa paye, il jeta son argent à pleines mains. À un moment donné, il aperçut Lizzie Connolly, qui dansait avec un jeune ouvrier. Un peu plus tard, en faisant le tour de la salle, il la retrouva, assise à un buffet. Surprise et ravie de le voir, elle ne demanda qu'à le suivre au jardin, où ils pourraient parler sans que leur voix soit étouffée par le tintamarre de l'orchestre. Dès les premiers mots échangés, il la sentit à lui. Tout le lui prouvait, la fière humilité de ses yeux, le don caressant de tout son corps tendu vers lui, la façon dont elle buvait ses moindres paroles. Ce n'était plus la petite jeune fille qu'il avait connue. C'était une femme à présent. Sa beauté n'avait rien perdu de son charme farouche, dont l'ardeur semblait plus contenue, plus discrète. Qu'elle était belle, bon Dieu, qu'elle était belle. Il sentait qu'il n'aurait eu qu'à lui dire « Viens » et qu'elle l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Il en était là de ses réflexions quand il reçut un formidable coup sur la tête qui faillit l'assommer. C'était un magistral coup de poing. Il avait été asséné avec une précipitation et une fureur telles qu'il avait manqué son but, la mâchoire de Martin. Celui-ci se retourna en chancelant et vit le poing revenir sur lui avec la rapidité d'un bolide. Il se baissa vivement. Le coup passa sans même l'effleurer. L'homme fut entraîné et pivota sur lui-même. Martin lui balança un vigoureux crochet du gauche, accompagné du poids de son corps tout entier. L'homme tomba sur le côté, se releva d'un bond, fonça à nouveau comme un forcené. Martin vit un visage convulsé de colère et se demanda quelle pouvait bien en être la cause. Mais tout en s'étonnant, il le frappait d'un formidable coup droit et l'homme tomba à la renverse, inanimé. Jimmy et sa bande accouraient vers eux. Martin frémissait de surexcitation. Il retrouvait les anciens jours, avec leurs danses, leurs bagarres, leurs amusements. Tout en surveillant d'un œil prudent son adversaire, il regarda Lizzie. En général, les femmes poussent des hurlements quand les garçons s'expliquent à coups de poing, mais elle n'avait pas crié. Elle retenait sa respiration. Légèrement penchée en avant, le visage animé, et regardait avec un intérêt passionné. Dans ses yeux flambait une ardente admiration. L'homme s'était relevé et se débattait pour échapper aux mains qui cherchaient à le retenir. « Elle m'attendait, criait-il à qui voulait l'entendre. « Elle attendait que je revienne et puis ce gigolo est venu l'enlever. Laissez-moi, je vous dis, je veux lui faire son affaire. » « Qu'est-ce qui te prend ?» dit Jimmy en le retenant solidement. « Ce gars, c'est Martin Eden. Quand il cogne, ça fait mal, je t'avertis, et il te bouffera tout cru si tu l'asticotes. »« Je ne veux pas qu'il me la fauche comme ça, » s'écria l'autre. « Il a battu Flying Dutchman, tu le connais, celui-là » poursuivit Jimmy d'un ton conciliant. « Et en 5 rounds. Toi, tu ne tiendras pas une minute contre lui, tu sais. » Cette information parut produire un effet émollient et l'irascible jeune homme honora Martin d'un regard évaluateur. « Il n'a pas l'air si costaud que ça, ricana-t-il ensuite, déjà plus calme. « C'est justement ce qu'avait pensé Flying Dutchman, répondit Jimmy. « Allons, viens. Il ne manque pas d'autres filles, viens donc. » Le jeune homme consentit à se laisser emmener vers la salle de danse et toute la bande le suivit. « Qui est-ce » dit Martin à Lizzie. « Et qu'est-ce qu'il lui a pris d'ailleurs ?» Déjà l'excitation du combat, si durable et si vive autrefois, était tombée. Il sentit qu'il s'analysait trop à présent pour vivre, de gaieté de cœur et avec conviction, une existence aussi primitive. Lizzie eut un geste impatient. « Lui, oh, c'est rien du tout, dit-elle. Il me faisait la cour. Vous comprenez, je me sentais terriblement seule. Mais je ne vous ai jamais oublié. » Elle baissa la voix en regardant droit devant elle. Je l'aurais plaqué pour vous n'importe quand. Martin jeta un regard vers le visage qui se détournait. Il savait qu'il lui suffirait d'étendre la main pour l'accueillir et se demanda si, après tout,
un langage châtié, parfaitement grammatical, était vraiment indispensable au bonheur. Comme il ne répondait rien, elle ajouta en riant. « Vous l'avez bien arrangé. »« C'est un gars solide pourtant, concéda-t-il généreusement. Si on ne l'avait pas emmené, je ne l'aurais peut-être pas eu si facilement. »« Qui était cette dame avec qui je vous ai rencontré un soir ?» interrogea-t-elle brusquement. « Une amie, voilà tout. »« Il y a longtemps de ça, murmura-t-elle, songeuse. Il me semble qu'il y a des siècles. » Mais Martin changea de conversation. Il l'emmena goûter au buffet, lui offrit du vin, les gâteaux les plus chers, puis ils dansèrent ensemble, rien qu'ensemble. Au bout d'un moment, elle fut fatiguée. Il dansait bien et elle tourbillonnait avec lui, la tête appuyée à son épaule, dans un vertige extasié qu'elle souhaitait éternel. Plus tard, ils se promenèrent sous les arbres. Comme il l'avait fait tant de fois jadis, il s'allongea par terre, la tête sur les genoux de sa compagne. Il sommeillait à demi. Elle caressait ses cheveux et le contemplait avec adoration. En levant tout à coup les yeux, il lut le tendre aveu sur son visage. Elle baissa les yeux, puis les plongea dans les siens avec une exquise hardiesse. « Je n'ai pas flirté pendant tout ce temps-là, murmura-t-elle, si bas qu'il l'entendit à peine. Et Martin comprit que c'était la vérité, la miraculeuse vérité. Et son cœur fut tenté. Il ne dépendait que de lui de la rendre heureuse. Si le bonheur lui avait été refusé, était-ce une raison pour le refuser à cette femme ? Il n'avait qu'à l'épouser et à l'emmener là-bas, dans son palais de verdure des îles Marquises. Le désir d'agir ainsi était fort, mais plus forte encore était la fidélité à l'amour. Fini le temps du dévergondage et du laisser-aller. Il avait changé, du tout au tout. Il ne s'en rendait compte qu'à présent. « Je ne suis pas fait pour le mariage, Lizzie, dit-il légèrement. La main qui caressait ses cheveux s'arrêta une seconde, puis reprit son geste câlin. Il vit son visage changer d'expression, se durcir d'une résolution soudaine et rayonnante. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, fit-elle, puis elle s'interrompit. « De toute façon, je n'y tiens pas. »« Non, je n'y tiens pas, répéta-t-elle. Je serais fière d'être votre amie. Pour vous, je ferais n'importe quoi. » Martin se redressa et lui prit la main. Dans ce simple geste, il y avait une grande franchise, une chaude sympathie, mais si peu de passion qu'elle en fut glacée. « Ne parlons pas de ça, dit-elle. « Vous êtes une femme d'une grande noblesse, dit Martin. C'est moi qui devrais être fier de vous connaître. Et je le suis, Lizzie. Vous êtes le rayon de soleil de ma très sombre existence, et je veux être aussi sincère que vous l'avez été. Et c'est justement pour ça que je ne le ferai pas, dit-il avec douceur. Oh, pardon, je me suis trompée. Que vous le soyez ou non, ça m'est égal. Faites de moi ce que vous voudrez. Vous pouvez me jeter dans la boue et me piétiner, et vous seriez le seul, dit-elle d'un air de défi. Ce n'est pas pour rien que j'ai appris à me défendre depuis que j'étais toute gosse. Et c'est justement pour ça que je ne le ferai pas, dit-il avec douceur. Vous êtes si droite, si généreusement confiante, que je veux vous traiter comme vous le méritez. Je ne veux pas me marier et je ne veux pas aimer sans me marier. Ce n'était pas mon genre autrefois. On change. Je regrette d'être venue ici aujourd'hui et de vous y avoir rencontré. Mais nous n'y pouvons plus rien et je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne de cette façon-là. Mais Lizzie, écoutez-moi. Je peux vous dire que mon amitié pour vous est grande. Bien plus, je vous admire et je vous respecte. Vous êtes admirable et adorablement bonne. Mais à quoi bon tout ça ? Pourtant, je voudrais faire quelque chose pour vous. Votre vie n'a pas été facile jusqu'à présent. Laissez-moi vous la faciliter. Un éclair de joie traversa ses yeux, puis s'éteignit. Je suis presque sûre d'avoir bientôt pas mal d'argent, beaucoup d'argent. Il abandonnait le rêve tant caressé de la vallée là-bas, du palais de verdure et du beau yacht blanc. Après tout, qu'est-ce que ça faisait ? Il s'en irait, comme tant d'autres fois, sur n'importe quel bateau, n'importe où. Il faudra que nous parlions de ça ensemble. Vous devez bien avoir envie de quelque chose, de vous instruire par exemple. N'aimeriez-vous pas être sténographe ? J'arrangerai ça. Vos parents vivent-ils encore ? Je pourrais les installer dans une épicerie ou un autre commerce. Dites ce qui vous ferait plaisir, n'importe quoi, et vous l'aurez.
Elle ne répondit rien, les yeux fixes, immobiles. Elle restait là, insensible en apparence, mais Martin la sentit souffrir à un tel point qu'il en souffrit pour elle et regretta d'avoir parlé. Ce qu'il lui avait offert de l'argent, tout vulgairement, semblait si mesquin comparé à ce qu'elle lui offrait. Il lui offrait une chose indifférente, à laquelle il ne tenait pas, tandis qu'elle s'offrait elle-même avec son fardeau de honte, de sacrifice et de péché. « Ne parlons pas de ça, dit-elle enfin, avec un sanglot qu'elle dissimula par une petite toux, puis se levant. « Allons, venez, rentrons, je suis éreintée. » La fête était terminée et la jeunesse s'était en grande partie dispersée. Mais lorsque Martin et Lizzie quittèrent l'ombre des arbres, ils trouvèrent la bande des copains qui les attendait. Martin comprit immédiatement pourquoi. Il y avait de la bagarre dans l'air, la bande se faisait sa garde du corps. Ils franchirent la grille du parc, suivis à quelque distance par l'autre bande, celle des amis que l'amoureux évincé de Lizzie avait rassemblés pour se venger. Quelques agents, craignant du grabuge, essayèrent de le prévenir en poussant les deux groupes séparément vers le train de San Francisco. Martin déclara à Jimmy qu'il descendrait à la station de la 16e rue pour prendre le tram d'Oakland. Lizzie, très calme, ne semblait prendre aucun intérêt à ce qui se tramait. Lorsque le train s'arrêta à la station en question, le tram était là, prêt à partir, avec son watman qui manœuvrait impatiemment le timbre d'appel. « Le voilà, conseilla Jim. « Cours, attrape-le. Pendant ce temps-là, nous les retarderons. Allez, dépêche-toi !» Cette manœuvre déconcerta la bande adverse un instant. Puis, elle se rua à la poursuite du tram. Les braves gens d'Oakland qui le peuplèrent remarquèrent à peine le jeune homme et la jeune fille qui s'étaient dépêchés de monter et s'étaient assis devant, à l'extérieur. Ils n'établirent aucun rapport entre ce couple et Jimmy qui, sautant sur le marchepied, cria au conducteur « Vas-y plein tube, vieux, casse-toi en vitesse !» Au même moment, Jimmy pirouetta sur lui-même et les voyageurs le virent envoyer son poing sur la figure d'un homme qui essayait de sauter dans la voiture. Et de chaque côté, des poings s'abattirent sur des figures. C'était la bande de Jimmy, qui, protégeant l'accès du véhicule, recevait l'attaque de la bande ennemie. Puis le tram partit à toute vitesse, en carillonnant à grand fracas. Il abandonna les combattants et les voyageurs stupéfaits ne devinèrent jamais que le tranquille jeune homme et la jolie ouvrière assis dans le coin à l'extérieur étaient la cause de cette bagarre. Ce combat avait amusé Martin. Il y avait retrouvé un peu de sa fièvre combative d'autrefois. Mais elle s'éteignit vite et une grande tristesse l'oppressa. Il se sentit soudain très vieux. Terriblement plus vieux que ses insouciants compagnons du temps passé. Il avait voyagé loin, trop loin pour pouvoir revenir. Leur manière de vivre, qui avait été un jour la sienne, lui déplaisait à présent. Tout le désappointait. Il était devenu un étranger. De même que la bière lui semblait râpeuse, leur société lui semblait grossière. Il avait trop évolué, trop de livres ouverts les séparaient. Il avait voyagé si loin au pays de l'intelligence qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. D'autre part, son besoin bien humain de camaraderie demeurait insatisfait. Il n'avait pu se faire un foyer nouveau. De même que ses copains d'antan ne pouvaient le comprendre, ni sa propre famille, ni la bourgeoisie. De même cette fille, assise à côté de lui et qu'il estimait beaucoup, était incapable de le comprendre, ni de comprendre le sentiment qu'il avait pour elle. En y réfléchissant, sa tristesse s'imprégnait d'amertume. Raccommodez-vous avec lui, conseilla-t-il à Lizzie en la quittant devant la caserne ouvrière où elle habitait près de Sixth Market. Il faisait allusion au jeune homme dont il avait occupé la place ce jour-là. « Je ne peux pas maintenant, dit-elle. « Allons donc, dit-il gaiement. Vous n'avez qu'à siffler, il reviendra au galop. » Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-elle, avec simplicité. Et il comprit. Comme il allait lui dire bonsoir, elle se pencha vers lui, sans coquetterie, sans impudeur, mais ardemment, humblement. Il en fut touché jusqu'au tréfonds de son cœur indulgent. En l'entourant de ses bras, il la baisa sur la bouche, et le baiser qui lui fut rendu fut le plus sincère qu'un homme eût jamais reçu.
Mon Dieu, sanglota-t-elle, je voudrais mourir pour vous. Je voudrais mourir pour vous. Elle s'arracha précipitamment et monta l'escalier en courant. Il sentit ses yeux se mouiller. « Martin Eden, se confia-t-il, tu n'es pas une brute et tu n'es qu'un piètre Nietzschéen. Si tu le pouvais, tu l'épouserais et tu remplirais ainsi de bonheur ce pauvre cœur frémissant. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est terriblement dommage. Le pauvre vieux vagabond raconte ses pauvres vieux ulcères, marmotta-t-il, se rappelant son Henley. La vie n'est, je crois, qu'une gaffe et une honte. C'est vrai, une gaffe et une honte. Je crois que... Non, allez, je continue, pardon. Chapitre 42. La honte du soleil fut publiée en octobre. Une pesante tristesse étreignit Martin lorsqu'il coupa la ficelle qui contenait une demi-douzaine d'exemplaires de presse envoyés par l'éditeur. Il se représentait ce qu'aurait été sa joie délirante quelques mois plus tôt et la compara à son indifférence actuelle. Son livre, son premier livre. Et son pouls n'avait pas battu plus vite et il n'éprouvait qu'une morne tristesse. Ça lui était complètement égal. C'était de l'argent en perspective, évidemment, et il ne tenait pas à l'argent. Il en apporta un exemplaire à la cuisine et le tendit à Maria, confuse et affolée. « C'est de moi, lui dit-il. J'ai écrit ça là, dans ma chambre, et vos bonnes soupes y ont beaucoup contribué. C'est pour vous, un souvenir simplement. » Sa seule idée était de lui faire plaisir, de la rendre fière de lui, de justifier la confiance qu'elle n'avait cessé de lui témoigner. Elle rangea le livre au salon à côté de la Bible familiale, comme une chose sacrée, le fétiche de l'amitié. Voilà qui atténuait son désappointement que son locataire ait été blanchisseur. Et, bien qu'elle ne pût en comprendre une seule ligne, elle sentait obscurément que chaque phrase en était noble et belle. Ce n'était qu'une femme du peuple, simple et terre-à-terre, mais elle avait le cœur bien placé. Il lut avec la même indifférence les comptes rendus de la honte du soleil que l'Argus de la presse lui envoyait toutes les semaines. Son livre faisait du bruit, c'était évident. Son magot allait s'arrondir. Il pourrait établir Lizzie, s'acquitter de ses promesses, et il lui resterait encore de quoi bâtir son château de verdure. Singletree, Dunley & Co. ne s'était prudemment risqué qu'à tirer une édition de 1500 exemplaires. Mais, à la suite des comptes rendus de la presse, ils en tirèrent une seconde de 3000, puis une troisième de 5000. Une firme de Londres demanda un arrangement par télégramme pour une édition anglaise, et on apprit en même temps qu'en France, en Allemagne, en Suède, des traductions se préparaient. L'attaque de l'école de Maeterlinck ne pouvait être lancée à un meilleur moment. Une ardente controverse se déclencha. Saleeby et Haeckel se trouvèrent pour la première fois du même avis pour approuver et défendre la honte du soleil. Cooks et Wallace se rangèrent du parti opposé, tandis que Sir Oliver Lodge tentait de formuler un compromis concordant avec ses propres théories cosmiques. Les disciples de Maeterlinck se rallièrent autour de l'étendard du mysticisme. Chesterton déchaîna un rire universel en publiant une série d'essais écrits par des adversaires fous furieux. Mais tous, partisans et ennemis, furent écrasés par une plaquette fulminante de George Bernard Shaw. Inutile de dire que l'arène était bondée de combattants moins illustres, mais qui n'en produisaient pas moins une poussière, un vacarme et une confusion épouvantables. « C'est un prodige absolument déconcertant, écrivit à Martin la maison Singletree, Dunley & Co., qu'un essai philosophique et critique se vende comme un roman. Cet ouvrage est destiné à battre tous les records. Plus de 40 000 exemplaires ont déjà été vendus aux États-Unis et au Canada. Une nouvelle édition de 20 000 est sous presse. Nous sommes débordés par les demandes. S'y inclut le duplicata d'un contrat pour votre prochain ouvrage. Veuillez remarquer que nous y avons porté vos droits d'auteur à 20%, ce qui est à peu près le maximum de ce qu'une maison d'édition peut se risquer à offrir.
Si cette offre vous convient, veuillez inscrire le titre de votre livre dans l'espace réservé sur cette feuille. Nous vous laissons carte blanche quant au sujet. Peu nous importe. Si vous en avez déjà un de prêt, tant mieux. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Au reçu de votre contrat signé, nous aurons le plaisir de vous envoyer un acompte de 5 000 $ pour vous marquer notre confiance. Nous voudrions aussi discuter les clauses d'un contrat de plusieurs années, mettons 10, durant lesquelles le droit exclusif à la publication de toute production sous forme de volume nous serait réservé. Martin mit la lettre de côté et, s'étant livré à un calcul mental, aboutit à cette découverte que 60 000 fois 15 cents faisait 9 000 $. Il signa le contrat, en remplit le blanc avec le titre « La fumée de joie » et l'envoya aux éditeurs avec les 20 nouvelles écrites autrefois. Et par retour du courrier arriva le chèque de 5 000 $ de Singletree, Darnley & Co. « Voulez-vous venir avec moi en ville, Maria, cet après-midi, vers 2 heures ?» dit Martin dans la matinée de ce jour. « Ou plutôt, trouvez-vous au coin de Broadway et de la 14e rue à 2 heures. J'y serai. » Elle fut exacte. La seule explication qu'elle eût trouvée du mystère de ce rendez-vous était le mot « chaussures ». Et son désappointement fut grand quand Martin, dépassant un grand marchand de chaussures, l'entraîna dans une agence immobilière. Ce qui suivit tint du rêve et elle le considéra comme tel jusqu'à la mort. De beaux messieurs lui sourirent aimablement, tout en parlant entre eux ou avec Martin. Une machine à écrire cliqueta. Des signatures furent apposées au bas d'un document imposant. Son propriétaire, convoqué également, signa aussi. Et quand tout fut fini et qu'ils furent sortis, son propriétaire lui dit « Eh bien, Maria, vous n'aurez pas à payer 7,50 $ ce mois-ci. » Maria, ahurie, ne sut que répondre. « Ni le mois prochain, ni le suivant, ni celui d'après, » continua le propriétaire. Elle remercia avec incohérence, comme d'une faveur, et ce ne fut qu'en rentrant à North Auckland, après en avoir conféré avec des amis et avec l'épicier portugais, qu'elle comprit vraiment qu'elle était devenue la propriétaire de la maisonnette qu'elle avait si longtemps habitée. Ah là là. « Pourquoi ne m'achetez-vous plus rien ?» demanda l'épicier portugais à Martin ce jour-là en l'abordant à sa descente du tram. Martin expliqua qu'il ne faisait plus la cuisine et dut entrer boire un verre de vin. Il remarqua que ce vin était le meilleur de la cave. « Maria, déclara Martin ce même soir, je vais vous quitter, et vous-même vous allez bientôt vous en aller d'ici. Vous louerez la maison à d'autres gens et vous en toucherez les loyers. Votre frère, m'avez-vous dit, habite San Leandro ou Hayward, je ne sais plus. Vous lui direz de venir me voir. Je serai à l'hôtel Métropole à Auckland. Il sait ce que c'est qu'une belle ferme et je lui en montrerai une. » C'est ainsi que Maria devint propriétaire d'une maison en ville et d'une ferme à la campagne. Je ne sais pas, pardon. Incompréhensible. Pardon. C'est ainsi que Maria devint propriétaire d'une maison en ville et d'une ferme à la campagne, avec 2 ouvriers pour faire la besogne et un compte en banque qui augmentait de jour en jour, bien que sa progéniture tout entière fût pourvue de chaussures et allât à l'école. Peu de gens rencontrent les bons génies dont ils ont rêvé. Mais Maria, qui avait travaillé ferme, dont la tête était dure et qui n'avait jamais rêvé de bon génie, rencontra le sien sous la forme d'un ancien blanchisseur. Pendant ce temps, le monde commença à se demander
Mais qui est donc ce Martin Eden ? Il avait refusé sa biographie à ses éditeurs, mais les journaux ne se décourageaient pas pour ça. Dans Auckland même, les reporters dénichèrent quantité d'individus à même de donner des indications précieuses. Tout ce qu'il était et ce qu'il n'était pas, tout ce qu'il avait fait et surtout ce qu'il n'avait pas fait, fut étalé au grand jour pour la plus vive délectation du public et accompagné d'instantanés et de photographies. Au début, son dégoût pour les magazines et la société bourgeoise était si grand qu'il essaya de lutter contre la publicité. Puis, il lui céda par indolence. Il pensa qu'il ne pouvait guère refuser de recevoir les envoyés spéciaux qui venaient de loin pour le voir. Puis les journées étaient longues, maintenant qu'il ne les occupait plus à travailler ou à écrire, et il fallait bien remplir les heures d'une façon quelconque. Il céda donc à ce qu'il considérait comme un engouement, accorda des interviews, donna son opinion sur la littérature et la philosophie, et accepta même des invitations dans la bourgeoisie. Il adoptait un nouvel état d'esprit étrange et confortable. Tout lui était indifférent. Il pardonnait à tout le monde, même au jeune reporter fouetté qui avait fait de lui un anarchiste militant et à qui il octroya une page entière avec photographie spéciale. Il voyait parfois Lizzie. Elle regrettait visiblement la haute situation de Martin, qui les séparait encore davantage. Dans l'espoir de la diminuer peut-être, elle se laissa persuader de suivre le cours du soir et de se faire habiller chez une grande couturière qui prenait des prix fabuleux. Elle faisait des progrès de jour en jour, si bien que Martin en vint à se demander s'il avait raison d'agir ainsi, car il savait que tout ce qu'elle faisait, c'était dans l'espoir de lui plaire. Elle tâchait d'acquérir une valeur à ses yeux, le genre de valeur qu'il semblait apprécier. Et pourtant, il ne lui donnait aucun espoir, la traitait d'une façon toute fraternelle et la voyait rarement. Trop tard, fut lancé par la compagnie Meredith Lowell, au plus fort de sa popularité. Comme c'était un roman, son chiffre de vente fut plus énorme que celui de La Honte du Soleil. Les semaines passèrent et il détenait toujours le record sans précédent d'avoir 2 ouvrages à la fois sur la liste des best-sellers, car les admirateurs de La Honte du Soleil étaient également attirés par la maîtrise avec laquelle il avait traité son roman d'aventures maritimes. Dans l'un, il avait attaqué la littérature mystique avec une rare perfection. Dans l'autre, il avait développé avec succès les principes qu'il préconisait, prouvant par là la complexité de son génie en se révélant à la fois critique et créateur. L'argent, la célébrité affluait vers lui. Comme une comète, il flamboyait au firmament littéraire et l'intérêt qu'il suscitait l'amusait plutôt qu'il ne le flattait. Une seule chose l'étonnait, une toute petite chose. Bien des gens auraient été intrigués s'ils s'étaient doutés de son étonnement. Le juge Blount l'invita à dîner. C'était là, cette petite chose qui devait en devenir une si grande dans son esprit. Il avait insulté le juge, l'avait abominablement maltraité, et le juge, l'ayant rencontré dans la rue, l'avait invité à dîner. Martin énuméra les nombreuses occasions de l'inviter que le juge Blount avait eues chez les Morse et qu'il avait négligées. Pourquoi ne l'avait-il pas reçu chez lui alors ? Lui, Martin, n'avait cependant pas changé. C'était bien le même Martin Eden. Quelle différence y avait-il à présent ? Martin Eden. Le fait que ses ouvrages avaient été imprimés, mais il les avait écrits au moment même où le juge, se ralliant à la vie générale, se moquait de ses idées et de Spencer. Ce n'était donc pas à cause de sa valeur réelle, mais à cause d'une valeur purement fictive, que le juge Blount l'invitait à dîner. Martin ricana et accepta l'invitation tout en s'émerveillant de sa magnanimité. Et à ce dîner, dont Martin fut le lion, et où il y avait une demi-douzaine de gens haut placés avec leurs épouses, le juge Blount, chaudement appuyé par le juge Hanwell, supplia Martin de faire partie du Styx, club ultra sélect dont faisaient partie non seulement les grosses fortunes mais les grands talents. Martin refusa et s'étonna plus que jamais. Ses manuscrits partaient tous les uns après les autres.
Il était débordé par les demandes des éditeurs. On avait découvert que c'était un styliste doublé d'un penseur. La Northern Review, après avoir publié Le berceau de la beauté, lui avait demandé une demi-douzaine d'essais du même genre. Il l'aurait fait si le Burton's Magazine, avide de spéculation, ne lui en avait pas demandé 5 à 500 $ pièce. Il répondit qu'il acceptait, mais qu'il demandait 1000 $ par essai. Il se souvenait que tous ces manuscrits avaient été refusés froidement, bêtement, systématiquement, par ces mêmes magazines qui l'imploraient à présent. Il lui en avait fait baver, maintenant c'était son tour. Et le Burton's Magazine accepta son prix, et les 4 essais qui restaient furent enlevés aux mêmes conditions par le Macintosh Monthly, la Northern Review étant trop pauvre pour soutenir le train. Ainsi furent dispersés à travers le monde les grands prêtres du mystère, les chasseurs de chimères, la mesure de l'ego, la philosophie de l'illusion, Dieu et Limon, l'art et la biologie, critiques et preuves, poussière d'étoiles et de l'usure, institutions philanthropiques qui déchaînèrent des orages difficilement apaisés. Des éditeurs lui écrivirent en le priant de fixer lui-même son prix, ce qu'il fit, mais toujours pour des ouvrages déjà écrits. Il refusa nettement de s'atteler à de nouveaux ouvrages. L'idée de se remettre à noircir du papier le rendait fou furieux. Il avait vu Brissenden mis en lambeaux par le public et, bien qu'il n'en fût pas de même pour lui, au contraire on l'acclamait, il n'était pas revenu du choc reçu et ne pouvait que mépriser ce public. Sa popularité lui semblait une honte et une trahison vis-à-vis de Brissenden. Complètement dégoûté, il résolut de continuer à grossir sa provision d'argent. Il reçut des magazines des lettres ainsi conçues. Il y a environ 1 an, nous fûmes au regret de refuser votre série de poèmes d'amour. Ce n'est pas qu'il ne nous ait pas vivement frappés, mais des arrangements préalables nous empêchèrent sur le moment de les accepter. Si vous les avez encore, nous serions très heureux de les publier en entier. À vous d'en fixer le prix. Nous serions également tout disposés à vous faire des offres très avantageuses pour les publier en volume. Martin se souvint de sa tragédie en vers blanc et la leur envoya au lieu des poèmes d'amour, après l'avoir relue. Il la trouva digne tout au plus d'un amateur, prétentieux et parfaitement quelconque. Mais il l'envoya et elle fut publiée, au grand regret du rédacteur. Le public fut indigné et s'étonna. Du noble talent de Martin Eden à ce fatras insipide, la différence était trop grande. On affirma qu'il ne l'avait jamais écrite, que le magazine l'avait plagiée très maladroitement, ou bien que Martin Eden, imitant Dumas père, faisait écrire ses ouvrages par quelqu'un d'autre, maintenant qu'il était à l'apogée du succès. Mais quand il eut expliqué que cette tragédie était une œuvre de ses débuts littéraires et que le magazine avait pleuré pour la voir, ce fut un formidable éclat de rire aux dépens du magazine, qui fut obligé de changer son rédacteur en chef. La tragédie ne connut pas les honneurs de la publication en volume, bien que Martin eût touché les avances qu'on lui en avait faites. Peu après, Martin reçut du Colesman Weekly un long télégramme qui avait dû coûter pas loin de 300 $, lui demandant 20 articles à raison de 1000 $ chacun. Il devait voyager à travers les États-Unis, tout frais payés, et choisir dans les sujets qui lui sembleraient intéressants, dans un certain ordre d'idées dont on lui donnait la liste, et sans autre condition que de se limiter aux États-Unis. Martin déclina cette offre et télégraphia ses regrets par dépêche payable par le destinataire. WikiWiki, publié dans le Warren's Monthly, eut un succès foudroyant. Il parut ensuite en un magnifique volume, splendidement illustré, qui se vendit comme des petits pains. La critique fut unanime à déclarer que WikiWiki n'était pas déplacé à côté des chefs-d'œuvre de 2 grands écrivains classiques, Le Diablotin dans la bouteille et La peau de chagrin. Le public accueillit cependant la série de Fumée de joie avec assez de froideur. L'audace de ces nouvelles si anticonventionnelles choqua la morale et les préjugés bourgeois. Mais quand on apprit que leur traduction obtenait à Paris un succès fou, le public anglais et américain suivit le courant et les exemplaires filèrent en telle quantité que Martin obligea la solide maison Singletree, Darnley & Co. à lui donner 25% sur un 3e livre et 30% sur un 4e.
Ces 2 volumes comprenaient toutes les nouvelles ayant déjà paru dans des revues ou des journaux ou en voie de publication. Martin poussa un soupir de soulagement quand il eut disposé de son dernier manuscrit. Le château de verdure et le beau yacht blanc se rapprochaient à vue d'œil. Il avait eu raison, après tout, contre Brissenden, qui affirmait que nulle œuvre de valeur ne pouvait réussir auprès des magazines. Son propre succès démontrait le contraire, et pourtant, il lui semblait confusément que Brissenden avait quand même raison. La honte du soleil avait été la cause première du succès, bien plus que la quantité d'ouvrages dont jamais aucun magazine n'avait voulu. Sans la honte du soleil, il serait resté inconnu. Et il avait fallu un véritable miracle pour que la honte du soleil réussît à ce point. Singletree, Darnley & Co. étaient là pour l'attester. Ils en avaient d'abord tiré 1500 exemplaires, en doutant de pouvoir les écouler. Leur expérience était notoire et ils avaient été confondus du triomphe qui s'était ensuivi. Envers et contre toute évidence, le succès était là, indiscutable. C'était le coup de chance unique, mystérieux. En raisonnant ainsi, Martin en arriva à douter de la valeur de sa popularité. C'était la bourgeoisie qui achetait ses livres, qui remplissait d'or ses poches, et d'après ce qu'il savait d'elle, il lui semblait difficilement admissible qu'elle pût apprécier sa littérature et la comprendre. La beauté intrinsèque, la puissance de ses œuvres n'existaient pas pour les milliers de gens qui l'acclamaient. Il n'était que le caprice de l'heure, l'aventurier qui avait cambriolé le Parnasse pendant le sommeil des dieux. La foule le lisait, le portait au nu, avec la même stupide incompréhension qui lui avait fait mettre en pièces éphémères de Brissenden. La meute de loups le léchait au lieu de l'égorger, voilà tout. C'était une question de chance. Une seule chose demeurait évidente. Éphémère, dépassait de beaucoup tout ce qu'il avait jamais écrit, tout ce qu'il pourrait jamais écrire. C'était donc un bien misérable tribut que la canaille lui payait là, puisque cette même canaille avait noyé Éphémère dans la boue. Il eut un profond soupir d'intense satisfaction. Il était heureux que son dernier manuscrit soit vendu et de voir approcher le moment où tout ça serait terminé. Oh, mais quelle difficulté à lire aujourd'hui. Je suis désolée pour ça. J'ai vraiment heurté les mots, comme je dis. Trop souvent. Voilà, je m'en vais un petit peu, mais ça arrive. Et puis, je ne sais pas, apparemment, c'était une journée sensible. Des fois, l'émotion vient. On ne l'attend pas. Et voilà, c'est... Et je veux bien la laisser vivre, mais je la contiens un petit peu quand même parce que sinon je peux me laisser déborder. Enfin, plus trop maintenant, mais ça m'est déjà arrivé. Donc j'essaie de contenir tout ça. Voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir, Martin Eden, de le retrouver. Je ne sais pas si je referai peut-être cette vidéo, je ne sais pas. Après tout, c'est la règle du jeu que je me suis imposée, mais de bonne volonté, de faire des vidéos sans coupe ni montage pour montrer que les accidents arrivaient, que c'était normal de faire des erreurs, de se tromper, de heurter les mots. Et j'ai fait ça aussi quasiment en contre-jour, alors ça me met pas trop en valeur, mais c'est pas grave. Voilà, c'est aussi pour peut-être pour dire que le naturel c'est bien malgré tout. Voilà. Fini les élucubrations. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre patience. Et voilà, merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt et je crois que ce sera la dernière lecture et je risque d'être sensible encore ou non, on verra bien. Voilà, je vous remercie beaucoup, à très bientôt.